Alors qu'il jouait au football dans la cour de la ferme familiale isolée, située au cœur des vastes champs de maïs du Limousin, le jeune Lucas, âgé de 10 ans, envoya malencontreusement son ballon à travers une fenêtre poussiéreuse de la grange de son père, un lieu strictement interdit. Le fracas du verre brisé résonna dans l'air calme de l'après-midi estival, comme un coup de tonnerre dans le silence. Lucas s'immobilisa, le cœur battant à tout rompre, fixant la grange défendue. Son père, Marc, avait été catégorique. Personne, surtout pas Lucas, n'avait le droit de s'approcher de cette bâtisse depuis que la ferme avait perdu son principal contrat d'élevage l'année précédente. Marc prétendait y entreposer du matériel dangereux, mais Lucas n'avait jamais compris. Lucas en sueur s'entraînait sous le soleil brûlant, frappant le ballon contre le mur écaillé de la maison familiale à 2 étages. 14, murmurait-il, comptant chaque coup réussi. Le bruit sourd du ballon contre le bois était devenu la bande-son de ses après-midi d'été. Sa mère, Claire, l'appela depuis la fenêtre de la cuisine, sa voix portant à travers la cour. « Lucas, je prépare une citronnade fraîche. Viens te reposer, tu vas attraper un coup de chaleur. » Lucas hocha la tête sans s'arrêter, les yeux rivés sur le ballon. « Encore quelques minutes, maman, répondit-il, déterminé à atteindre 50 coups consécutifs avant de faire une pause. Le football était son évasion, la seule chose qui lui donnait l'impression d'être un enfant comme les autres, malgré l'isolement de la ferme, à des kilomètres du voisin le plus proche. À l'approche du 48e coup, Lucas recula la jambe, bien décidé à conclure son défi par un tir puissant. Mais au moment où son pied toucha le ballon, il sut qu'il avait mal calculé. Le ballon s'envola, bien trop haut, bien trop loin, décrivant un arc de cercle vers la vieille grange rouge au bord de la propriété. Le temps sembla ralentir tandis que Lucas, impuissant, regardait le ballon s'écraser à travers une fenêtre de la grange. Les éclats de verre scintillèrent sous le soleil en tombant au sol. Lucas sentit son cœur grimper dans sa gorge. Son père serait furieux à cause de la fenêtre brisée, mais abandonner le ballon n'était pas une option. C'était son seul équipement sportif digne de ce nom, un cadeau d'anniversaire de son oncle avant son déménagement. Depuis que la ferme peinait à survivre, Marc refusait de dépenser de l'argent pour ce qu'il qualifiait de futilité. Lucas jeta un coup d'œil à l'allée, soulagé de constater que le pick-up éclaboussé debout de son père était toujours absent. Marc avait mentionné quelque chose à propos de la vérification du système d'irrigation dans le champ nord ce matin, ce qui signifiait qu'il ne serait peut-être pas de retour avant 1 heure. Avec des pas prudents, Lucas s'approcha de la grange, chaque foulée augmentant son appréhension. La structure massive le dominait, sa peinture rouge s'écaillant pour révéler un bois usé. En s'approchant, il remarqua quelque chose d'étrange. Le gros cadenas de la porte semblait déverrouillé, pendant ouvert sur le loquet. Son père avait dû oublier de le sécuriser correctement ce matin. Lucas hésita, sa main planant près de la lourde porte en bois. Chaque instinct lui criait de faire demi-tour, de parler à sa mère de la fenêtre cassée, et d'accepter la punition qui suivrait. Mais une curiosité inexplicable le poussait en avant. Prenant une profonde inspiration, il poussa la porte, grimaçant au grincement sonore qui brisa le silence de l'après-midi. La porte s'ouvrit, révélant l'intérieur sombre de la grange interdite. À l'intérieur, des rayons de soleil filtraient à travers les fissures des murs et la fenêtre fraîchement brisée, illuminant des particules de poussière dansant dans l'air. L'odeur était un mélange de foin, de vieux bois et de quelque chose que Lucas ne pouvait identifier, une odeur âcre et désagréable. Il faisait plus frais à l'intérieur, un soulagement bienvenu face à la chaleur estivale. Les yeux de Lucas s'adaptèrent à la pénombre tandis qu'il balayait l'intérieur du regard. Des équipements agricoles recouverts de bâches s'alignaient contre un mur, et des piles de bottes de foin bordaient un autre. Il repéra son ballon près d'un tas de foin au centre de la grange, et s'avança, soulagé à l'idée de pouvoir le récupérer rapidement et partir avant que son père ne découvre sa présence. Mais en approchant du centre de la grange, Lucas remarqua quelque chose d'inattendu, un lit de fortune fait de bottes de foin, avec une sorte de matelas ou de literie dessus, partiellement caché derrière des sacs d'aliments pour bétail en pile. Plus choquant encore, quelqu'un était allongé dessus, une jeune fille peut-être âgée de 6 ans, dormait paisiblement sur le lit improvisé, vêtue d'une robe rose délavée et tachée, ses cheveux blonds emmêlés et sales. Le ballon de Lucas reposait sur le sol couvert de paille près de ses pieds. Lucas fit un pas hésitant, la curiosité l'emportant sur sa peur. En s'approchant, il vit que ses vêtements étaient usés, trop petits pour elle. Un seau en plastique était posé près du lit, à côté d'une bouteille d'eau à moitié vide, et de ce qui semblait être les restes d'un sandwich. Le plancher sous son pied grinça bruyamment dans le silence. La fille s'agita au bruit, ses yeux s'ouvrant brusquement,
emplis de terreur. Ils se dévisagèrent un instant, immobiles, sans parler, tandis que Lucas tentait de comprendre ce qu'il voyait. Les yeux de la fille étaient écarquillés, son petit corps tendu, comme prêt à fuir ou à se défendre. « Salut !» murmura Lucas, sa voix à peine audible. « Je m'appelle Lucas, j'habite dans la maison. »« Qui es-tu » La fille ne répondit pas, se contentant de ramener ses genoux contre sa poitrine et de se presser contre le mur derrière le matelas. Ses yeux passèrent de la porte de la grange à Lucas, comme si elle évaluait ses chances de s'échapper. « Je ne vais pas te faire de mal, » dit Lucas, reculant d'un pas pour lui laisser de l'espace. « Pourquoi es-tu dans notre grange? Tu es perdu ?» Les lèvres de la fille s'entr'ouvrirent, mais avant qu'elle ne puisse parler, le grondement lointain du tracteur de son père brisa le silence. Le bruit était reconnaissable entre tout. Marc rentrait des champs plus tôt que prévu. La panique envahit Lucas, son cœur martelant sa poitrine. Les yeux de la fille s'élargirent davantage, et elle se recroquevilla contre le mur, tirant une fine couverture sur elle comme pour disparaître. Sa réaction en disait long, elle était terrifiée par son père. Sans réfléchir, Lucas abandonna son ballon, se retourna et courut vers la porte de la grange. Il la referma derrière lui, oubliant dans sa hâte de remettre le cadenas. Il sprinta sur plusieurs mètres avant de se forcer à ralentir, adoptant une démarche désinvolte pour sembler normal malgré l'adrénaline qui pulsait dans ses veines. Le tracteur de Marc apparut au sommet de l'allée, un nuage de poussière dans son sillage. Lucas envisagea de courir vers la maison, mais il savait que cela attirait davantage l'attention. Il resta donc immobile, essayant de contrôler sa respiration et les tremblements de ses mains. Marc repéra Lucas près de la grange en garant le tracteur. Son visage buriné se tordit de rage alors qu'il sautait du siège et se dirigeait vers son fils, ses yeux passant de Lucas à la fenêtre brisée, désormais clairement visible dans la lumière de l'après-midi. « Qu'est-ce que tu fais, bon ?» se demanda-t-il, sa voix basse et menaçante, en comblant la distance entre eux. C'était un homme grand, aux épaules larges et aux mains calleuses, le visage perpétuellement rougi par le travail en plein air. « Tu sais très bien que tu n'as rien à faire près de cette grange. » Lucas déglutit péniblement, la bouche soudain sèche. « Je suis désolé, papa, mon ballon a traversé la fenêtre par accident, » expliqua-t-il, se forçant à soutenir le regard de son père. « Mais je ne suis pas entré pour le récupérer, je regardais juste les dégâts. » Les yeux de Marc se plissèrent, suspicieux, en jetant un coup d'œil à la porte de la grange. Il remarqua l'absence du cadenas, sa mâchoire se crispant. « Je récupérerai ton ballon plus tard, » dit-il après un long moment tendu. « Et tu paieras cette fenêtre avec des corvées supplémentaires. » Il se pencha, rapprochant son visage de celui de Lucas. « Laisse-moi être clair, tu ne dois jamais t'approcher de cette grange, c'est dangereux là-dedans, avec tout le matériel et produits chimiques. »« Compris ? » ?»« Oui, monsieur, » répondit Lucas, résistant à l'envie de reculer. « Bien, » dit Marc en se redressant. « Maintenant va aider ta mère à la maison. J'ai du travail. » En s'éloignant, Lucas sentait le regard brûlant de son père dans son dos. Des questions tourbillonnaient dans son esprit à propos de la fille effrayée dans la grange, mais il savait qu'il valait mieux ne pas les poser maintenant. Il se hâta vers la maison, les épaules tendues, et se réfugia dans sa chambre, s'asseyant au bord de son lit, les yeux fixés sur la grange par la fenêtre. L'image de la fille terrifiée restait gravée dans son esprit. Le temps passa dans un brouillard d'inquiétude et de confusion, jusqu'à ce que la voix de sa mère, appelant depuis le porche pour le dîner, ne coupe ses pensées. Claire les appela depuis le porche, sa voix portant à travers la cour. « Marc, Lucas, lavez-vous les mains. Le dîner est prêt. » Lucas se précipita à l'intérieur, adressant un sourire rapide à sa mère, un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. Dans la salle de bain, il se frotta les mains vigoureusement, comme s'il pouvait effacer le souvenir de ce qu'il avait vu dans la grange. Le visage terrifié de la fille réapparaissait à chaque fois qu'il fermait les yeux. À table, Marc engloutissait sa nourriture, les seuls sons dans la cuisine étant le cliquetis des fourchettes contre les assiettes, et ses plaintes occasionnelles sur les prix à la coopérative agricole. 30% d'augmentation depuis l'été dernier, grogna-t-il, piquant un morceau de poulet. C'est du vol pur et simple. Comment une ferme familiale peut-elle survivre quand les grandes entreprises nous pressent comme des citrons? Claire hocha la tête avec sympathie, les yeux baissés, poussant la nourriture dans son assiette. C'était une femme mince aux cheveux prématurément grisonnants, tirée en une queue de cheval pratique, ses traits autrefois jolis désormais marqués par une inquiétude constante. « Peut-être que les choses s'amélioreront la saison prochaine, » dit-elle doucement. Marc ricana. « Peu probable. Pas avec ces vautours à la banque qui nous harcèlent pour l'hypothèque. » Lucas mangeait en silence, l'esprit toujours dans la grange avec la mystérieuse fille. Qui était-elle? Pourquoi était-elle là? Et pourquoi avait-elle si peur de son père?
Lorsque Marc repoussa sa chaise pour allumer la télévision et prendre une autre bière au réfrigérateur, Lucas saisit l'occasion. Il se pencha vers sa mère et murmura « Maman, est-ce que j'ai une sœur ?» La question eut un effet immédiat et dramatique. Claire lâcha l'assiette qu'elle débarrassait, ses mains perdant soudain leur prise. La porcelaine se brisa sur le sol, des fragments s'éparpillant sur le linoléum. Marc revint immédiatement, agacé par l'assiette cassée et le bruit. « Qu'est-ce qui se passe, bon sang ?» demanda-t-il, une bière à la main. Le visage de Claire avait blêmi. « Juste un accident, dit-elle rapidement, déjà à genoux pour ramasser les morceaux. Mes mains étaient mouillées, ça m'a échappé. » Les yeux de Marc passèrent suspicieusement entre Claire et Lucas. « De quoi parliez-vous tous les deux ?»« Rien d'important, » dit Claire, sa voix anormalement aiguë. « Lucas, parle à ton père de l'école hier. Tu n'avais pas une présentation spéciale ?» Lucas hésita, pris au dépourvu par la tentative évidente de sa mère de changer de sujet. Oui, l'agent Dubois est venu parler à notre classe de sécurité. La police ?» L'expression de Marc s'assombrit. « C'était juste une présentation de sensibilisation, » continua Lucas, observant son père avec attention. « L'agent Dubois a parlé de comment signaler quand quelqu'un a besoin d'aide, et quoi faire si on voit quelque chose d'anormal. » Marc écoutait à peine, son attention déjà tournée vers le match de baseball diffusé à la télévision dans le salon, son expression s'assombrissant à la simple mention de la police. Il frappa soudain la table du poing, faisant sursauter Claire et Lucas. « J'essaie de regarder le match. Peut-on avoir un peu de calme dans cette maison, pour une fois ?» Claire tressaillit visiblement à ce mouvement brusque, puis continua à nettoyer les morceaux d'assiette en silence, évitant le contact visuel avec Lucas. La tension dans la pièce était palpable, alors qu'ils finissaient leur repas dans un silence inconfortable, le seul bruit venant du match de baseball, tonitruant à la télévision. Après le dîner, Marc s'enfonça dans son fauteuil inclinable avec d'autres bières, le volume de la télévision augmentant au fil de la soirée. Claire envoya Lucas faire ses devoirs et prendre une douche, ses yeux lui intimant de ne plus mentionner la grange. Dans sa chambre, Lucas s'assit à son petit bureau, un manuel de mathématiques ouvert devant lui, mais les chiffres se brouillaient tandis qu'il fixait la page sans la voir. La réaction de sa mère à sa question avait été révélatrice. Elle savait quelque chose sur la fille dans la grange. Son choc avait été trop authentique pour être feint. Lorsque Claire vint lui souhaiter bonne nuit, son sourire semblait forcé, ses yeux se tournant nerveusement vers le couloir, comme si elle craignait que Marc n'apparaisse à tout moment. « Maman !» murmura Lucas alors qu'elle se penchait pour l'embrasser sur le front. « À propos de ce que j'ai demandé tout à l'heure. »« Pas maintenant, Lucas, » interrompit-elle, sa voix à peine audible. « S'il te plaît, pas maintenant. » Elle lissa ses cheveux en arrière, un geste de tendresse contrastant avec la peur dans ses yeux. « Dors un peu, tout ira bien. » Mais en refermant la porte de sa chambre, Lucas savait que rien n'allait bien. La fille dans la grange, la réaction de sa mère, la colère de son père, tout pointait vers un secret qu'on lui cachait, peut-être depuis des années. Allongé dans son lit, il fixait le plafond tandis que le clair de lune filtrait à travers ses rideaux. L'horloge numérique sur sa table de nuit indiquait 23h15, mais malgré son épuisement, le sommeil refusait de venir. Son esprit revenait sans cesse à la petite fille effrayée dans la grange, ses cheveux blonds sales, et ses yeux terrifiés. Des voix élevées en provenance du rez-de-chaussée interrompirent ses pensées. Ses parents se disputaient à nouveau, la voix grave de son père résonnant à travers le plancher, les réponses de sa mère trop faibles pour être discernables. Lucas tendit l'oreille, mais ne capta que des fragments de tons colériques et de mots cinglants. Un bruit sourd le fit sursauter, suivi de ce qui ressemblait aux pleurs de sa mère. Puis le silence enveloppa la maison. Lucas tira sa couverture plus fort autour de lui, retenant son souffle, le cœur battant. Ce n'était pas la première fois qu'il entendait de tels bruits, mais ce soir, il semblait plus effrayant, plus lié à ce secret qui habitait leur grange. Alors que ses paupières s'alourdissaient, de nouveaux sons le ramenèrent à l'alerte, le grincement de la porte arrière s'ouvrant, suivi du léger tintement de clé. La curiosité l'emporta sur la prudence. Lucas sortit de son lit et se dirigea vers la fenêtre de sa chambre, qui donnait sur la cour arrière, et offrait une vue dégagée sur la grange. La pleine lune baignait tout d'une lueur argentée, transformant le paysage familier en quelque chose d'étrange. Dans le clair de lune, Lucas vit son père tituber vers la grange, sa démarche chancelante à cause des bières consommées tout au long de la soirée. Marc portait ce qui ressemblait à une assiette de nourriture dans une main, et une bouteille dans l'autre. La porte de la grange s'ouvrit et se referma, engloutissant la silhouette de son père. Lucas compta jusqu'à 60,
son cœur battant si fort qu'il craignait de réveiller sa mère dans la pièce d'à côté. Arrivé à 60, il prit une décision. Enfilant ses baskets sans prendre la peine de lasser, il descendit l'escalier sur la pointe des pieds, évitant la 3e marche du bas, qui grinçait toujours. L'air nocturne était frais contre sa peau alors qu'il se glissait dans la cour, restant dans les ombres projetées par le clair de lune. Les grillons chantaient dans les hautes herbes, et quelque part au loin, une chouette ulule. Ces sons de la nuit limousine le réconfortaient habituellement, mais ce soir, il ne faisait que qu'accentuer son sentiment d'effroi. Il s'approcha prudemment de la grange, le cœur battant dans ses oreilles. De l'intérieur, il entendit des voix étouffées, le ton colérique et légèrement pâteux de son père, et ce qui ressemblait à des pleurs. Les yeux effrayés de la fille revinrent à son esprit, écarquillés de terreur alors qu'elle se pressait contre le mur. « Tu devrais être reconnaissante », entendit-il son père dire ces mots légèrement brouillés. « Personne d'autre ne prendrait soin de toi comme ça, plus personne ne te cherche. De toute façon. » Un sanglot étouffé suivit les paroles de son père, et Lucas sentit quelque chose se tordre douloureusement dans sa poitrine. Il voulait faire irruption dans la grange, confronter son père, et aider la fille, mais la peur le cloua sur place. Marc était un homme imposant, avec un tempérament violent, surtout après avoir bu. Lucas recula de la porte, l'esprit en ébullition. Les mots de l'agent Dubois lors de la présentation à l'école résonnaient dans ses pensées. Si vous voyez quelqu'un qui a besoin d'aide, parlez-en à un adulte de confiance. Si aucun adulte n'écoute, appelez-le. Vous pourriez être la seule personne à pouvoir sauver quelqu'un en danger. À cet instant, Lucas prit une décision qui changerait tout. Il retourna à la maison, se déplaçant silencieusement devant la porte fermée de la chambre de sa mère. Dans la cuisine, le téléphone sans fil reposait dans son socle, luisant faiblement dans l'obscurité. Avec des mains tremblantes, Lucas décrocha le téléphone et composa le son. Lorsque l'opérateur répondit, il murmura « Il y a une fille dans notre grange, je crois qu'elle est blessée. Mon père la garde enfermée. » Il donna leur adresse, 400 Passe, chemin du Vieux Moulin, à l'extérieur de Saint-Léonard, avant de raccrocher rapidement, craignant que son père ne revienne à tout moment. Le cœur battant, Lucas remit le téléphone en place, et se précipita dans sa chambre, montant les marches 2 à 2 malgré le risque de faire du bruit. Il plongea dans son lit, tirant les couvertures jusqu'au menton, l'adrénaline courant dans ses veines. De sa fenêtre, il voyait la grange, attendant que son père en sorte. Les minutes s'égrenaient, chacune semblant durer 1 heure, tandis que Lucas se demandait s'il avait fait le bon choix, et si la police ne venait pas, et s'il ne le croyait pas, et si son père découvrait que c'était lui qui avait appelé. Mais sous la peur, il y avait une certitude, il n'aurait pas pu faire autrement. La fille dans la grange avait besoin d'aide, et Lucas était peut-être la seule personne à pouvoir la lui apporter. Après ce qui sembla une éternité, la porte de la grange s'ouvrit, et son père en sortit. Marc sécurisa le cadenas, le vérifiant 2 fois avant de retourner vers la maison, sa démarche toujours incertaine. Lucas ferma rapidement les yeux, régulant sa respiration pour faire semblant de dormir alors que les pas lourds de son père passaient devant sa porte. Dans l'obscurité de sa chambre, Lucas attendait, comptant les secondes et priant pour que l'aide arrive avant que son père ne découvre ce qu'il avait fait. Les planchers grincèrent alors que Marc se dirigeait vers la chambre parentale. Lucas entendit la porte s'ouvrir et se fermer, suivi des voix étouffées de ses parents, celle de son père basse et grommelante, celle de sa mère douce et apaisante. Puis le silence enveloppa à nouveau la fête. Lucas resta parfaitement immobile, les yeux fixés sur les chiffres lumineux de son horloge. 00. Les minutes s'écoulaient avec une lenteur atroce, alors qu'il se demandait s'il avait fait le bon choix, et si la police ne le croyait pas, et s'il venait et ne trouvait rien. Son père saurait que quelqu'un avait appelé, il ne lui faudrait pas longtemps pour deviner qui, mais l'image de la fille, effrayée, revenait sans cesse à son esprit, renforçant sa détermination. Peu importe ce qui lui arriverait, il ne pouvait pas la laisser dans cette grange. À 00h38, des lumières bleues et rouges illuminèrent soudain les murs de sa chambre, clignotant rythmiquement à travers la fenêtre. Il se redressa, le cœur battant, en entendant le crissement des pneus sur l'allée de gravier. Une portière de voiture s'ouvrit et se referma, suivie de pas approchant la maison. Le bruit de coups frappés à la porte d'entrée résonna dans la ferme silencieuse. Lucas retint son souffle, écoutant la voix colérique de son père, portée à travers l'escalier. « Qui diable vient à cette heure ?» grogna Marc. La voix plus douce de sa mère suivit. « Marc, s'il te plaît, calme-toi, laisse-moi voir qui c'est. » On frappa à nouveau, plus insistant cette fois. Lucas se glissa jusqu'à la porte de sa chambre. Il entr'ouvrit,
Jetant un œil dans le couloir sombre, il entendait son père descendre l'escalier. En maugréant des jurons, la porte d'entrée s'ouvrit, et une voix grave s'identifia. Adjudant Martin, gendarmerie de Saint-Léon. Désolé de vous déranger si tard. De quoi s'agit-il? La voix de Marc avait changé, adoptant une politesse forcée que Lucas reconnut comme dangereuse. Le calme avant la tempête. Nous avons reçu un appel de cette adresse concernant une personne en détresse, expliqua l'adjudant, son ton professionnel mais prudent. Je dois donner suite à ce signalement. Un appel d'ici. La voix de Marc monta, incrédule. C'est ridicule. Ma femme et mon fils sont au lit. Personne n'a passé d'appel. Lucas entendit les pas de sa mère, sa voix rejoignant la conversation. Tout va bien, monsieur l'adjudant. Madame, quelqu'un a appelé le 112 depuis cette résidence, signalant une personne ayant besoin d'aide, expliqua l'adjudant Martin. Ils ont spécifiquement mentionné votre grange. Un silence tendu s'installe. Lucas pouvait imaginer le visage de son père, rouge de colère, les yeux de sa mère s'écarquillant de peur. C'est absurde, dit enfin Marc. Il n'y a rien dans notre grange à part du matériel et du fourrage. Quelqu'un vous fait une blague, adjudant. Lucas savait qu'il devrait rester dans son lit, prétendre qu'il ne savait rien de l'appel, mais en écoutant les mensonges de son père, remonter l'escalier, quelque chose changea en lui. L'image de la fille, effrayée, ressurgit, ses cheveux blonds sales, la terreur dans ses yeux, lorsqu'elle l'avait vu. S'il restait silencieux maintenant, que lui arriverait-il? Que se passerait-il lorsque la police partirait, et que son père retournerait à la grange? Avec une clarté soudaine qui le surprit lui-même, Lucas réalisa que c'était son moment de vérité. Il pouvait se cacher sous ses couvertures et prétendre que tout allait bien, comme il l'avait fait pendant des années, chaque fois que la colère de son père explosait, ou il pouvait se lever et dire la vérité, quelles qu'en soient les conséquences. Ses mains tremblaient alors qu'il repoussait ses couvertures. Ses jambes semblaient faibles lorsqu'il se leva, mais sa détermination se renforçait à chaque pas vers la porte de sa chambre. La fille dans la grange n'avait personne d'autre pour parler en son nom. Sa mère était trop effrayée. Ce devait être lui. Lucas savait que le moment était venu. Il ne pouvait pas rester caché à l'étage pendant que son père mentait à la police. Le cœur battant contre ses côtes, il ouvrit grand la porte de sa chambre. Il se dirigea vers le haut de l'escalier. De son point de vue, il pouvait voir l'adjudant Martin dans l'embrasure de la porte. Un homme grand, en uniforme de gendarme, la main reposant nonchalamment près de son étui. Marc se tenait dos à l'escalier, sa posture rigide de tension. Claire se tenait légèrement sur le côté, les bras enroulés autour d'elle, comme pour se protéger, son visage pâle, sous la lumière crue du porche. L'adjudant Martin fut le premier à remarquer Lucas, ses yeux se levant vers l'escalier, avant de revenir à Marc. « C'est votre fils ?» demanda-t-il. Marc se retourna, ses yeux se plissant en repérant Lucas. L'expression de trahison et de rage sur le visage de son père fit tressaillir l'estomac de Lucas, mais il se força à descendre l'escalier. « Est-ce que quelqu'un dans cette maison a passé un appel au service d'urgence ce soir ?» demanda l'adjudant Martin, son regard passant entre les trois membres de la famille. Malgré le regard intimidant de son père, Lucas descendit les dernières marches et hocha la tête. « C'est moi, » admit-il, sa voix faible mais ferme. « J'ai entendu des pleurs venant de la grange. Il y a une fille là-dedans. » Le visage de Marc s'assombrit. « Il a fait un cauchemar, » dit-il, rapidement, posant une main lourde sur l'épaule de Lucas et serrant assez fort pour faire mal. Les enfants de son âge ont une imagination débordante. « Je suis désolé qu'il vous ait dérangé, adjudant. »« Je n'ai pas rêvé, » insista Lucas, se dégageant de l'emprise de son père. « Je l'ai vu. » L'expression de l'adjudant resta neutre, mais sa posture changea légèrement, devenant plus alerte. « Vraiment ?» demanda-t-il, regardant directement Lucas. « Il est confus, » interrompit Marc, haussant la voix. « Il n'y a personne dans notre grange. C'est une propriété privée, adjudant. À moins que vous n'ayez un mandat, je vais devoir vous demander de partir. » L'adjudant Martin étudia le visage de Marc pendant un long moment, puis jeta un coup d'œil à Claire, qui restait figée, ses yeux passant de son mari à son fils. La tension dans la pièce était palpable, assez épaisse, pour être coupée au couteau. « Je comprends votre souci de confidentialité, monsieur Dubois, » dit l'adjudant avec précaution, « mais lorsqu'un mineur signale une personne en détresse, j'ai le devoir d'enquêter. » Il suggéra de vérifier la grange, juste pour rassurer Lucas,
Cela ne prendrait qu'une minute, dit-il raisonnablement. Ensuite, nous pourrons clore cette affaire. Hors de question, refusa Mark, croisant les bras sur sa poitrine. C'est une propriété privée. Il vous faut un mandat pour fouiller mes bâtiments. L'adjudant observa la dynamique familiale avec un œil exercé, notant comment Claire tressaillait lorsque Mark haussait la voix. Lorsqu'elle leva la main pour écarter une mèche de cheveux de son visage, sa manche remonta, révélant des ecchymoses violacées autour de son poignet. Le regard de l'adjudant s'attarda un instant sur ses marques, avant de revenir au visage de plus en plus agité de Mark. Monsieur Dubois, dit l'adjudant Martin calmement, je comprends votre souci de confidentialité, mais je dois vous expliquer que puisqu'un mineur a signalé une personne en détresse, j'ai le devoir légal d'enquêter. Ce n'est pas optionnel, mon fils a fait un cauchemar, insista Mark, sa voix tendue. Il lui arrive de somnambuler parfois. N'est-ce pas, Claire? Les yeux de Claire tombèrent sur le sol. Il a déjà fait des cauchemars, dit-elle doucement, sans confirmer directement l'affirmation de Mark. L'adjudant hocha la tête, songeur. Je vois. Voici la situation telle qu'elle se présente. J'ai reçu un signalement qui doit être documenté. Sans confirmer qu'il n'y a personne dans la grange, je devrais enregistrer ceci comme une vérification de bien-être non résolue, ce qui nécessiterait une visite de suivi des services de protection de l'enfant. Mark devint visiblement anxieux à la mention des services de protection de l'enfance, son visage rougissant de rage ou de peur. Les services de protection de l'enfance, c'est ridicule. Nous sommes de bons parents, dit-lui Claire. Claire hocha la tête mécaniquement, mais ses yeux restèrent fixés sur le sol. Je suis sûr que vous l'êtes, dit l'adjudant Martin, son ton neutre. C'est pourquoi je propose une solution simple. Une vérification rapide de la grange réglerait cette affaire immédiatement, et je pourrais partir. Pas de rapport, pas de suivi nécessaire. La mâchoire de Mark travailla alors qu'il considérait ses options. Il est minuit, protesta-t-il faiblement. La grange est verrouillée. Il faudrait que je trouve la clé. Je ne suis pas pressé, répondit l'adjudant, son calme contrastant fortement avec l'agitation croissante de Mark. Lucas observait l'échange, la gorge serrée. Il voyait son père calculer, cherchant une issue. Pendant un instant, il craignit que son père ne convainque l'adjudant de partir. Et alors, que deviendrait la fille dans la grange? Que leur arriverait-il à lui et à sa mère? Une fois la police partie, l'adjudant Martin balaya l'entrée du regard, son œil entraîné notant les détails. Il remarqua de la boue fraîche sur les bottes de Mark, près de la porte, le motif distinctif correspondant au chemin menant à la grange, malgré les affirmations antérieures de Mark, selon lesquelles personne n'y allait. « Ce sont vos bottes de travail, monsieur Dubois ?» demanda l'adjudant avec désinvolture, hochant la tête vers les chaussures boueuses. Mark suivit son regard. « Ouais, et alors? Je remarque juste qu'elles sont plutôt fraîches de boue. Vous êtes allé à la grange récemment? J'ai vérifié le matériel plus tôt, dit Mark trop vite. Comme je l'ai dit, il n'y a rien là-dedans à part des affaires de ferme. » L'adjudant hocha la tête, peu convaincu. « Monsieur Dubois, je vais être direct avec vous. Votre fils a fait un signalement précis concernant une jeune fille dans votre grange. Il maintient cette déclaration malgré votre intimidation. Je vois des traces de boue fraîche menant à la grange. Votre femme a des ecchymoses sur les poignets qui ressemblent à des marques de doigts. Et vous êtes extraordinairement réticent à une simple vérification de bien-être, qui prendrait 5 minutes. » Le visage de Mark se tordit de colère. « Vous m'accusez de quelque chose, adjudant? » « Pas du tout, » répondit l'adjudant Martin posé. « J'explique simplement pourquoi je ne peux pas partir sans vérifier la grange. Maintenant, nous pouvons faire ça à la manière douce. Avec votre coopération, ou je peux appeler des renforts et obtenir un mandat. À vous de choisir, mais d'une manière ou d'une autre, je regarderai dans cette grange ce soir. » Claire restait figée, ses yeux passant de son mari à son fils. Lucas voyait le combat intérieur se jouer sur son visage, des années de peur et d'obéissance luttant contre son instinct maternel de protection. Les mains de Mark se serrèrent en poing à ses côtés. « C'est du harcèlement. Je porterai plainte auprès de vos supérieurs, » dit Mark. « C'est votre droit, » reconnut l'adjudant. « Mais pour l'instant, j'ai besoin de voir l'intérieur de cette grange. » Il tendit la main vers la radio à son épaule. « Je vais signaler ceci, informer mon service de ma position et de ce que je fais. » Alors que l'adjudant commençait à parler dans sa radio, l'attitude de Mark changea. Un calme dangereux s'installa sur lui alors qu'il prenait une décision. « D'accord, dit-il, coupant la transmission de l'adjudant.
Allons voir dans cette fichue grange. Vous verrez qu'il n'y a rien d'autre que l'imagination de mon fils. L'adjudant Martin termina son appel radio, puis fit un geste vers la porte. Après vous, monsieur Dubois. Marc attrapa une lampe torche dans un tiroir de la cuisine et se dirigea vers la porte d'un palou. L'adjudant le suivit, maintenant à une distance prudente. Lucas fit un mouvement pour les rejoindre, mais Claire lui saisit le bras, le retenant. « Reste ici, murmura-t-elle, ses doigts s'enfonçant dans son bras. Je dois leur montrer où elle est, insista Lucas. L'adjudant Martin entendit. Le garçon devrait venir. Il peut me montrer exactement où il pense avoir vu quelqu'un. Claire relâcha son emprise à contre-cœur, et Lucas se hâta de rattraper l'adjudant, restant près de l'officier et loin de son père. Alors qu'il traversait la cour vers la grange, l'adjudant gardait une main près de son étui, ses yeux ne quittant jamais le dos de Marc. La nuit était calme, sauf pour le bruit de leurs pas sur le chemin de gravier et l'appel lointain d'un oiseau nocturne. Arrivé à la grange, Marc tripota le cadenas, ses mouvements délibérément lents. « Vous voyez, c'est bien verrouillé, personne ne pourrait entrer ou sortir. Ouvre-le, s'il te plaît. » ordonna l'adjudant, sa patience s'amenuisant. Marc continua à tergiverser, prétendant lutter avec la clé. Ce fichu truc coince toujours. L'adjudant Martin observait les tactiques dilatoires de Marc, avec une suspicion croissante. « Monsieur Dubois, j'ai besoin que vous ouvriez ce cadenas maintenant. » Alors que Marc insérait enfin la clé dans le cadenas, il changea soudain de tactique. « Vous savez quoi? J'en ai assez de ces bêtises. C'est ma propriété. Je ne consens pas à cette fouille. » Il retira la clé et se tourna pour faire face à l'adjudant. « Obtenez un mandat si vous voulez regarder à l'intérieur. »« Monsieur Dubois, » dit l'adjudant Martin, sur la base du signalement de votre fils, des preuves physiques que j'ai observées et de votre comportement, j'ai des soupçons raisonnables qu'une personne pourrait être en danger. Je n'ai pas besoin d'un mandat pour une vérification de bien-être dans ces circonstances. Il tendit à nouveau la main vers sa radio. « J'appelle des renforts. Veuillez vous éloigner de la porte de la grange. » Le visage de Marc se tordit de rage et de quelque chose d'autre, la peur. Dans un mouvement soudain qui surprit à la fois Lucas et l'adjudant, Marc se précipita en avant, tentant d'atteindre la grange en premier. L'adjudant Martin réagit avec une rapidité professionnelle, saisissant le bras de Marc et utilisant son élan pour le faire pivoter. D'un mouvement fluide, il plaqua Marc face contre terre, posant un genou au milieu de son dos tout en sortant des menottes de sa ceinture. « Marc Dubois, vous interférez avec une enquête de police, » dit l'adjudant, sa voix calme malgré la lutte physique. « Restez à terre et mettez vos mains derrière votre dos. » Avec Marc maîtrisé au sol, jurant et menaçant de poursuites judiciaires, Claire prit une décision instantanée qui changerait tout. Elle les avait suivis jusqu'à la grange, restant en retrait dans l'ombre, observant la confrontation avec une terreur croissante. Maintenant, voyant son mari maîtrisé, quelque chose changea dans son expression, comme si une vie entière de peur cédait la place à la détermination. Elle s'avança dans la lumière de la lune, son visage pâle mais résolu. Se baissant, elle glissa sa main dans la poche de son mari, ignorant ses menaces et protestations. Ses doigts se refermèrent sur une petite clé, qu'elle tendit à l'adjudant Martin d'une main tremblante. « C'est la clé du cadenas, » dit-elle, sa voix à peine un murmure. « Il y a quelqu'un là-dedans, une fille. Marc l'a ramenée à la maison il y a 3 ans. » Le visage de Marc se contorsionna de rage. « Ferme-la, Claire, ne t'avise pas. »« Assez » coupa l'adjudant Martin, sécurisant les menottes autour des poignets de Marc. « Madame, êtes-vous en train de me dire qu'il y a réellement quelqu'un retenu dans cette grange ?» Claire hocha la tête, des larmes coulant sur son visage. « Je voulais l'aider, mais il a dit qu'il nous tuerait toutes les deux si je parlais à qui que ce soit. Il a dit que personne ne me croirait de toute façon. » Marc continua de crier des menaces à son encontre, mais ces mots furent interrompus alors que l'adjudant Martin le relevait et le guidait vers un poteau de clôture à proximité, l'y attachant temporairement. « Poste, ici l'adjudant Martin, dit-il dans sa radio. J'ai besoin de renforts immédiats au cas que son temps contagieux. Chemin du Vieux Moulin. Situation possible d'enlèvement avec une victime mineure. Suspect en garde à vue, mais la scène n'est pas sécurisée. Demande d'unités supplémentaires et d'une ambulance en attente. » La radio crépita avec une confirmation alors que Claire tendait la clé à l'adjudant, sa main tremblant si fort qu'elle faillit la laisser tomber. Lucas se rapprocha de sa mère, glissant sa petite main dans la sienne. Elle la serra fort, comme si elle puisait de la force dans le courage de son fils. Les renforts arrivèrent en quelques minutes, 2 voitures de patrouille supplémentaires entrant dans la cour de la ferme.
leurs lumières clignotant mais leurs sirènes silencieuses dans la nuit. Les gendarmes sécurisèrent Marc pendant que l'adjudant Martin et un autre officier s'approchaient de la grange, lampe torche dégainée. « Restez ici avec l'adjudante Leroy », ordonna l'adjudant Martin à Claire et Lucas, hoquant la tête vers une femme officier qui s'était positionnée à leur côté. Lucas s'observait depuis l'embrasure de la porte, le bras de sa mère autour de ses épaules, alors qu'ils attendaient dans un silence tendu. La porte de la grange s'ouvrit avec un grincement qui sembla résonner dans toute la cour. Les faisceaux des lampes torches balayaient méthodiquement l'intérieur. Le temps semblait s'étirer alors qu'ils attendaient, le silence uniquement brisé par les protestations étouffées de Marc. Depuis l'endroit où il était retenu, Lucas sentit le bras de sa mère se resserrer autour de ses épaules, son corps tremblant légèrement contre le sien. Après ce qui sembla une éternité, l'adjudant Martin émergea de la grange et parla dans sa radio, sa voix tendue par une émotion contenue. « Poste, ici Martin. Nous avons besoin de cette ambulance maintenant. Nous avons une mineure, environ 5 à 7 ans, malnutrie et nécessitant des soins médicaux. » Il s'approcha de Claire et Lucas, son expression grave. « Madame, nous avons trouvé une jeune fille correspondant à la description d'Élodie Martin, disparue il y a 3 ans à la foire départementale. Pouvez-vous confirmer depuis combien de temps elle est ici ?» Claire s'effondra à ces mots, ses jambes cédant sous elle. Alors qu'elle s'affaissait au sol, l'adjudante Leroy se précipita pour la soutenir, tandis qu'elle commençait à sangloter de manière incontrôlable. « Je sais pour Élodie depuis près de 2 ans, admit-elle entre 2 halètements. Je l'ai trouvée quand Marc était parti à une vente aux enchères de matériel. Elle était si maigre, si effrayée. Je commençais à lui apporter de la nourriture quand je pouvais, des vêtements propres parfois. » Sa voix se brisa d'émotion. « Marc a menacé de nous tuer, moi et Lucas, si je parlais à qui que ce soit. Il a dit qu'il ferait encore plus de mal à Élodie si j'essayais de l'aider à s'échapper. » L'adjudant Martin s'agenouilla à ses côtés. « Madame Dubois, avez-vous déjà essayé d'obtenir de l'aide ?» Claire hocha la tête, essuyant les larmes de son visage. « Une fois, j'ai appelé la gendarmerie anonymement, mais Marc l'a découvert d'une manière ou d'une autre. Il m'a fait très mal cette nuit-là. Il a dit que la prochaine fois, ce serait Lucas qui paierait. » Ses yeux se tournèrent vers son fils, puis se détournèrent. « J'avais trop peur après ça. » Lucas écoutait, abasourdi, la réalité de ce qui se passait dans leur maison depuis des années devenant enfin claire. Son père n'avait pas seulement été méchant ou strict, c'était un monstre, caché à la vue de tous. « Vous êtes tous les deux en sécurité maintenant, » assura l'adjudant Martin, sa voix douce mais ferme. « Il ne peut plus vous faire de mal à aucun d'entre vous. » Les ambulanciers arrivèrent et entrèrent dans la grange, en ressortant quelques minutes plus tard avec Élodie sur une civière. Lucas aperçut son visage pâle, alors qu'il la chargeait dans l'ambulance. Malgré son évidente faiblesse, elle tourna légèrement la tête, le regardant directement pendant un instant. Ses yeux exprimaient un mélange de peur et de gratitude, avant que les portes de l'ambulance ne se ferment, la scellant à l'intérieur. La ferme s'était transformée en scène de crime, les véhicules de police, leurs lumières toujours clignotantes, illuminant la cour en alternance de bleu et de rouge. Marc avait été placé à l'arrière d'une voiture de patrouille, ses cris de colère désormais étouffés par les fenêtres. Les gendarmes se déplaçaient avec détermination autour de la propriété, certains prenant des photos de la grange, d'autres fouillant la maison avec l'autorisation de Claire. L'adjudant Martin guida Claire et Lucas vers la cuisine, où la table devint le centre de commandement. Des carnets et des enregistreurs documentaient leurs récits alors que d'autres officiers arrivaient, y compris des enquêteurs du chef-lieu. Une femme enquêtrice nommée Moreau s'assit en face de Claire, son attitude compatissante mais professionnelle. « Madame Dubois, je sais que c'est difficile, mais j'ai besoin que vous me disiez tout ce que vous savez sur la manière dont Élodie Martin s'est retrouvée dans votre grange, » dit-elle. Claire parla d'une voix creuse, ses mains enroulées autour d'une tasse de thé intacte. « C'était après la foire départementale, il y a 3 ans. Marc est rentré tard, disant qu'il avait aidé un ami avec un problème de voiture. Sa voix tremblait, il agissait bizarrement, nerveusement. Je n'y ai pas beaucoup pensé au début. Le lendemain, les informations ont rapporté la disparition d'un enfant à la foire. » Elle marqua une pause, prenant une respiration tremblante. Marc a commencé à passer du temps dans la grange. Il disait qu'il réorganisait le matériel. Il a mis un cadenas sur la porte, gardant toujours la clé sur lui. Je pensais qu'il buvait peut-être là-dedans, le cachant de moi. « Quand avez-vous découvert Élodie ?» demanda l'enquêtrice Moreau doucement,
environ un an après sa disparition. Marc est parti à Limoges pour une vente aux enchères de matériel. Il est resté là-bas pour la nuit. J'avais besoin d'outils dans la grange et j'ai trouvé sa clé de rechange. Les yeux de Claire se remplirent de larmes. Elle était si petite, si effrayée. Elle m'a dit qu'elle s'appelait Élodie et que l'homme l'avait trouvée perdue à la foire, disant qu'il la ramènerait à ses parents. Mais il l'a amenée ici à la place. Lucas écoutait depuis son siège à l'extrémité de la table, où un autre officier prenait sa déposition. L'horreur de ce qui s'était passé sous leur toit lui retournait l'estomac. « Pourquoi n'avez-vous pas aidé Élodie à s'échapper à ce moment-là » demanda l'enquêtrice Moreau, son ton dénué de jugement. « Je voulais, » murmura Claire. « Je lui ai promis que je le ferais. Mais quand Marc est rentré, il a su d'une manière ou d'une autre que j'étais entré dans la grange. Elle jeta un coup d'œil à Lucas, puis continua plus bas. Il m'a fait très mal cette nuit-là, disant que si j'y retournais ou si je parlais à quelqu'un, il tuerait Élodie, puis Lucas, puis moi. » Elle essuya les larmes de son visage. Je l'ai cru. Vous ne savez pas de quoi il est capable quand il est en colère. Après ça, je ne pouvais lui apporter de la nourriture que lorsque j'étais certaine qu'il ne me surprendrait pas. Je laissais des bouteilles d'eau, des couvertures supplémentaires quand le temps devenait froid. Alors que l'aube se levait sur la ferme, d'autres informations sur Élodie émergèrent. Un officier leur apprit qu'Élodie Martin avait disparu il y a 3 ans lors de la foire départementale, devenant l'affaire non résolue la plus marquante de la petite ville. Son visage avait été placardé sur des affiches de personnes disparues dans tout le département, et ses parents n'avaient jamais cessé de la chercher. D'après les premières déclarations, expliqua l'officier, il semble que Marc ait trouvé Élodie errant, perdue sur votre propriété, après qu'elle se soit séparée de ses parents à la foire. Au lieu de la ramener, il l'a gardée enfermée dans la grange. Le visage de l'officier se durcit alors qu'il continuait. D'après ce que nous pouvons dire, il l'a soumise à des abus continus pendant que toute la communauté la recherchait. Nous en saurons plus après son examen à l'hôpital et son entretien avec des spécialistes. Marc fut emmené en garde à vue, faisant face à de multiples chefs d'accusation graves, y compris enlèvement, séquestration et agression. Alors que la voiture de patrouille qui le transportait disparaissait dans la longue allée, Claire sembla physiquement se ratatiner, comme si le poids des années de peur et de faux semblants l'avait enfin écrasé. Une avocate des victimes arriva, une femme au visage bienveillant qui s'assit avec Claire, expliquant les ressources disponibles pour aider à la fois elle et Lucas. Il y a beaucoup à assimiler, dit-elle doucement, mais vous n'avez pas à le faire seul. Nous avons des conseillers, des groupes de soutien, un logement d'urgence si vous en avez besoin. La déposition de Lucas prit plus d'1 heure à compléter. Il décrivit comment il avait trouvé son ballon dans la grange, vu Élodie pour la première fois, observé son père visiter la grange la nuit, et finalement pris la décision d'appeler. Les gendarmes louèrent son courage, mais leurs mots semblaient creux face à l'ampleur de ce qui s'était passé. Au fil de la matinée, des nouvelles arrivèrent indiquant qu'Élodie avait été stabilisée à l'hôpital. Elle était sévèrement malnutrie et montrait des signes de confinement prolongé, mais les médecins étaient optimistes. Quant à son rétablissement physique, ses parents avaient été informés et étaient en route pour l'hôpital, pour des retrouvailles attendues depuis 3 ans. « Est-ce qu'Élodie ira bien ?» demanda Lucas à l'un des officiers, sa voix faible, dans la cuisine animée. L'officier marqua une pause, choisissant ses mots avec soin. Physiquement, elle se rétablira avec des soins appropriés. La guérison émotionnelle prendra plus de temps, mais elle est jeune, et elle a des parents qui n'ont jamais cessé de la chercher. C'est une bonne base pour se rétablir. Vers le milieu de la matinée, la plupart des gendarmes étaient partis, ne laissant que l'adjudant Martin et l'avocate des victimes. L'adjudant s'approcha de Lucas, qui était assis sur les marches du porche, enveloppé dans une couverture, regardant la dernière voiture de police s'éloigner. L'air matinal était frais et pur, portant l'odeur de l'herbe couverte de rosée et de la pluie au loin. L'adjudant Martin s'accroupit au niveau des yeux de Lucas, son visage solennel mais bienveillant. « Lucas, je veux que tu saches quelque chose. Ce que tu as fait hier soir, passer cet appel, c'était exactement la bonne chose à faire. Il fallait un courage immense. » Lucas baissa les yeux sur ses mains. « J'aurais dû appeler plus tôt. Dès que je l'ai vu, tu as agi quand beaucoup d'adultes ne l'auraient pas fait. » Contra l'adjudant. « Grâce à toi, Élodie va rentrer chez elle, avec sa famille. Tu es un héros, fiston. » Claire les rejoignit sur le porche, les yeux rougis mais plus clairs, comme si un brouillard s'était levé. Elle serra Lucas dans une étreinte étroite et murmura «
Tu as montré plus de courage que je n'en aurais jamais. Je suis tellement désolé d'avoir échoué pour vous deux. Tu avais peur aussi, maman, dit Lucas, avec une compréhension au-delà de son âme. Il nous faisait tous peur. L'adjudant Martin se leva, leur laissant un moment ensemble. Madame Dubois, nous aurons besoin que vous veniez tous les deux au poste plus tard dans la journée pour formaliser vos déclarations. Le procureur voudra également vous parler. Claire hocha la tête, son bras toujours autour des épaules de Lucas. Nous serons là, tout ce qu'il faudra pour s'assurer qu'il ne fasse plus jamais de mal à personne. Alors que la voiture de l'adjudant disparaissait dans l'allée, Lucas et sa mère restèrent sur le porche, regardant le soleil grimper plus haut dans le ciel. La grange se dressait au loin, des rubans de scènes de crime, flottant dans la brise matinale, rappel du mal qui avait coexisté avec eux pendant des années. Que va-t-il se passer maintenant? Demanda Lucas, exprimant la question qui pesait entre eux. Claire prit une profonde inspiration, semblant se tenir plus droite que Lucas ne l'avait vue depuis des années. Maintenant nous guérissons ensemble, et nous nous assurons qu'Élodie puisse faire de même avec sa famille. Pour la première fois depuis des années, Lucas ressentit une lueur d'espoir. Le cauchemar n'était pas terminé. Il y aurait des procès, des témoignages, des séances de conseil et des conversations difficiles. Mais la vérité avait enfin éclaté, et avec elle, la possibilité d'un nouveau départ. Claire et Lucas restèrent côte à côte, regardant le ruban de scène de crime être placé autour de la grange. La lumière matinale illuminait la ferme, rendant tout différent, plus clair, comme si un brouillard perpétuel s'était dissipé. La grange rouge, autrefois une présence interdite sur leur propriété, semblait maintenant plus petite, son pouvoir diminué. Lucas se sentait à la fois épuisé et plus léger, comme si un poids lourd avait été ôté de ses épaules. Les secrets qui avaient empoisonné leur maison pendant des années avaient enfin été exposés, et bien que la vérité soit douloureuse, elle était aussi libératrice. Je n'ai jamais pensé que j'aurais le courage de lui tenir tête, dit Claire doucement, le regard fixé sur la grange. Toutes ces années, je me disais que je te protégeais en restant silencieuse, mais c'est toi qui as été le courageux. Il se pencha contre elle, et répondit, tu as été courageuse aussi, maman. Tu as donné la clé à l'adjudant. Tu as dit la vérité quand ça comptait le plus. Claire sourit tristement, passant son bras autour des épaules de son fils, alors qu'il rentrait dans la maison. Dans la cuisine, elle contempla le désordre de tasses de café et de paparazzi, laissés par les gendarmes. Normalement, elle aurait immédiatement commencé à nettoyer, mais aujourd'hui, elle regarda simplement le chaos, avec une expression détachée. Ça peut attendre. Je pense que nous avons tous les deux besoin de dormir. En montant l'escalier ensemble, Claire s'arrêta à la porte de la chambre de Lucas. Je suis fière de toi, dit-elle doucement, et je te promets que les choses seront différentes maintenant. Dans sa chambre, Lucas ferma les stores et grimpa dans son lit, tout habillé. Il pensa à Élodie et espéra qu'elle irait bien. Il se demanda ce qui arriverait à son père, à leur ferme, à sa mère et à lui. L'avenir s'étendait devant lui, incertain mais d'une certaine manière moins effrayant que la terreur contrôlée dans laquelle ils avaient vécu. Alors que le sommeil l'emportait, sa dernière pensée consciente fut celle des yeux d'Élodie croisant les siens, alors qu'on la transportait vers l'ambulance. Il espérait qu'un jour, lorsque les procès seraient terminés, il pourrait la revoir, non pas comme une victime, mais comme une enfant ordinaire avec un avenir aussi brillant que le sien. Dehors, la ferme poursuivait son rythme intemporel. La grange rouge se dressait silencieuse, ses secrets exposés. Le ballon qui avait tout déclenché gisait toujours oublié dans un coin, attendant d'être récupéré. Comme Lucas lui-même, il avait été le catalyseur du changement, le petit objet qui avait déclenché l'effondrement d'une façade soigneusement construite, révélant l'obscurité en dessous. Alors que Lucas s'enfonçait dans le sommeil, le poids de ses actions encore incompris, les premiers pas vers la guérison avaient déjà commencé, pour Élodie, pour sa mère, pour lui-même, et pour une communauté qui ne serait plus jamais la